Toujours sans nouvelles de Donna O'Reilly. L'ex-curé Charles Picot a été acquitté. C'est aujourd'hui qu'était présenté le discours du trône. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Audrey Ruel-Manceau. Bienvenue à Info Vert et Or. Toujours aucune trace de Donna O'Reilly qui manque à l'appel depuis vendredi à Moncton. La GRC traite le dossier comme une disparition, mais la thèse de l'enlèvement est aussi étudiée. Son entourage est persuadé que rien n'aurait motivé un départ de son propre gré. La famille a lancé un appel à la population aujourd'hui et demande à tous ceux qui sont allés au centre commercial Highfield Square le 26 février entre 18 et 21 heures de contacter les enquêteurs au 857-2400. L'ex-curé Charles Picot a été acquitté cet après-midi à Campbellton. Il était accusé d'attentat à la pudeur sur une personne d'âge mineur, des faits qui remontent à 1975. Même si le juge Jean-Paul Ouellette a noté plusieurs incohérences dans le témoignage des deux parties, il ne pouvait affirmer, hors de tout doute raisonnable, que l'ex-curé avait réellement commis les attouchements sexuels. Le débat de la restauration des églises refait surface. La communauté de Bac-à-Raquette a appris que l'état de son église avait atteint un point de non-retour. Les travaux de réfection les plus urgents coûteraient 400 000 $, mais la facture totale dépasserait les 2 millions selon les premières observations. Un montant que le comité de gestion de la paroisse Saint-Paul n'est pas certain de pouvoir obtenir. Une université, deux étudiants, deux mondes. Une pauvreté déguisée frappe plus qu'on ne le croit les étudiants de l'Université de Sherbrooke. Ils sont de plus en plus nombreux à faire face à l'endettement pour réaliser leurs rêves. Notre journaliste Jessie Blanchette en a rencontré deux, un qui survit et l'autre qui vit la grosse vie. Mais à quel prix? Bonjour monsieur, ça va bien? Francis Campbell est à sa première année de baccalauréat en philosophie et travaille 20 heures semaine dans un dépanneur, en plus de bénéficier des prêts et bourses pour payer ses études. Ma mère étant monoparentale, il a fallu que je travaille puis que je demande de l'aide aux prêts et bourses, sinon je n'aurais totalement pas été en mesure d'arriver à mes fins. Alice Dahl, elle, est finissante en médecine. C'est sûr que pendant mes 4 premières années de médecine, nous, c'est un peu impossible de travailler. Ces deux étudiants ont un point en commun, 30 000 $ de dette. À la fin de leurs études, cependant, la réalité les rattrapera. Il faudra rembourser. En fait, ça reste toujours une insécurité parce que c'est quelque chose qu'on prend en compte quand on sait qu'on a beaucoup d'argent à repayer par la suite. Surtout qu'après l'école, tu veux aussi une voiture, peut-être une maison, tu veux avancer dans la vie. Fait que tu dis, bon, que je dépense 200 ou 300 au bout de la ligne, tu sais, j'en paie pas les répercussions maintenant, puis tout ça, ça s'accumule, fait que... Mais comment nos étudiants en arrivent-ils là? Moi, ce qu'on m'a offert, c'est une marge de crédit jusqu'à 150 000 $. Parce que dans le fond, dans la première semaine qu'on arrive, on a 2 dîners payés avec, par exemple, Banque nationale puis la Caisse populaire des jardins, qui chacun nous offre, exemple, leur marge de crédit avec les avantages reliés à cela. Ils nous payent à dîner puis ils nous donnent des cadeaux. À ce moment-là, c'est par ces conférences-là que les gens vont revenir dans notre bureau comme tel. 55 % des universitaires ont recours aux prêts et bourses du gouvernement. Et c'est sans compter ceux qui ont une carte de crédit, une marge de crédit ou encore un prêt personnel qui s'ajoute à la liste. Présentement, je ne considère pas ça comme étant une pauvreté. Je crois que ça va m'enrichir parce que ça me permet justement de faire ce que je veux dans la vie. C'est comme une fausse pauvreté. Tout est dans le paraître, mais... mettons qu'on est dans le négatif beaucoup, là. On est loin du positif. Jessie Blanchette, Info Vert et Or, Sherbrooke. Jessie, dans votre reportage, vous nous avez présenté deux étudiants qui vivent une situation particulière, mais on sait que la réalité en touche beaucoup plus que ça. Bien oui, Audrey. Juste au niveau des prêts et bourses, c'est environ 7 500 demandes qui sont effectuées à l'Université de Sherbrooke chaque année. Donc, ça représente environ la moitié de nos étudiants qui ont besoin d'aide pour financer leurs études. Donc, ça ne veut pas dire, même avec cette aide-là aussi, qu'après leurs études, ce sera facile pour tous ces étudiants qui ont besoin de prêts et bourses. Bien non. Écoutez, d'un côté, on a les étudiants en médecine qui ont un taux de placement qui atteint 100 % et un salaire qui peut se rendre jusqu'à 36 000 $ dès la première année de résidence, et ce, même s'ils n'ont pas terminé leurs études. Cependant, on sait que ce n'est pas tout le monde qui l'aura aussi facile.
Donc, pour certains, il faut avoir les nerfs solides pour décrocher son diplôme. Merci, Jessie. Merci. Au revoir. Jean Hall. Et suite au discours de Mme Jean, on peut d'ores et déjà comprendre vers où on s'en va avec le prochain budget, c'est-à-dire on cible le déficit de 56 milliards apparu en raison de la crise économique et entre autres aussi par les différentes mesures pour la contrer. Dites-nous, est-ce qu'on doit s'attendre à certaines coupures? C'est certain que dans différents programmes, il va y avoir des coupures, des baisses, mais pour le moment, on parle principalement de restructuration de différentes enveloppes budgétaires dans différents domaines. Puis est-ce qu'il y a des éléments qui concernent davantage le Nouveau-Brunswick? Oui, bien, l'un des domaines qui est ciblé par cette restructuration sera celui des technologies propres, notamment le nucléaire. Et suite à cette annonce, le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, Greg Byrne, s'est dit curieux d'entendre ce qui serait annoncé concrètement et surtout, quelles seraient les répercussions dans le dossier de la centrale nucléaire de Point-le-Pro, qui est toujours en rénovation. C'est un enjeu qui est majeur pour le Nouveau-Brunswick actuellement, puisqu'il en coûte 1 million de dollars par jour pour acheter de l'énergie de remplacement en raison du réacteur inactif de la centrale Point-le-Preux. Et au rythme où vont les choses, Audrey, c'est 400 millions de dollars que la province devra débourser à l'achat d'énergie de remplacement. Et c'est bien sûr que la province aimerait refiler une partie de cette facture au gouvernement fédéral, que ce soit d'un accord commun ou par des actions légales. Un dossier à suivre, assurément. Tout à fait. Puis pour demain, qu'est-ce que votre expérience d'économiste nous dit de surveiller? Mes lunettes d'économiste me disent 3 choses. L'équilibre budgétaire sera ciblé, les salaires des ministres, du premier ministre et des sénateurs seront gelés et un assouplissement des règlements pour les investisseurs étrangers dans différents domaines comme les télécommunications seront faits. Et finalement, Audrey, je vous invite à regarder les principaux chiffres de la journée et je porte votre attention sur le baril de pétrole qui vaut maintenant 80,87 sous américains, une hausse de 1,19 $. Donc, automobilistes, une hausse à prévoir à la pompe. Faites le plein. Merci, Nicolas. Allons au sport maintenant. Mathieu, la dernière victoire des Wildcats ne se résume pas à un simple 2-0 contre le Cap-Breton. Non, parce qu'avec cette victoire, l'entraîneur-chef de l'équipe, Danny Flynn, se classe maintenant deuxième dans l'histoire de l'équipe pour les parties remportées par un entraîneur-chef avec 111 victoires. Il n'est seulement devancé que par Christian Larue qui détient 126 gains. Mais là, Mathieu, vous allez nous dire, est-ce que Flynn consacre tout son temps à l'entraînement ou bien est-ce qu'il mène une double vie? Là? En fait, on pourrait dire qu'il est entraîneur-chef de jour et directeur des opérations hockey de nuit parce qu'en plus de son rôle d'entraîneur-chef, il supervise tous les aspects du département de hockey, que ce soit les transactions, la signature d'agents libres ou même le repêchage. Mais malgré cette charge de travail plutôt lourde, il s'acquitte très bien de sa tâche, comme en fait foi son titre d'entraîneur-chef de l'année en 2009 et la fiche de son équipe cette saison avec 44 victoires, 13 défaites et 5 défaites en surtemps. Ben, félicitations à lui. Oui. Puis du côté de la Ligue nationale de hockey, c'était la date limite des transactions aujourd'hui. Oui, les directeurs généraux avaient jusqu'à 13 h cet après-midi pour boucler leurs dernières transactions et on s'attendait à ce que plusieurs Tomasz soient sur la sellette, mais Tomasz Kaberle, Tomasz Vokoun et Tomasz Plekanec sont tous restés avec leurs équipes respectives. Donc beaucoup de vendeurs, mais très peu d'acheteurs de joueurs d'impact, ce qui a créé un roulement dans les joueurs de soutien et dans les choix de repêchage. Puis il faut dire que les conditions étaient particulières cette année. Oui, parce que le gel des transactions pendant la pause olympique a scindé en deux la période d'échange et plusieurs grosses pointures de la LNH, comme Dion Phaneuf et Ilya Kovalchuk, avaient déjà changé d'adresse tout juste avant la pause olympique. Et ça a créé vraiment une perte dans l'intérêt de cette journée dans la date limite des transactions. Mais on a pu remarquer que les directeurs généraux ont également joué de prudence. Oui, parce que plusieurs clubs bataillent toujours pour un poste en série éliminatoire, donc pour prendre part à cette danse du printemps. Et le spectre de la baisse du plafond salarial dès la saison prochaine incite les directeurs généraux à faire preuve d'un peu plus de prudence dans leur mouvement personnel. Merci Mathieu. Merci Audrey. Au revoir. En terminant, les autorités municipales ont fermé temporairement les patinoires extérieures du parc Mapleton, de l'étang du parc du Centenaire et du lac Jones. Le redout les aurait rendues trop dangereuses. Vous devrez donc choisir d'autres activités pour profiter de la relâche. C'était vos nouvelles de ce mercredi 3 mars. Merci d'avoir été avec nous. Et je vous rappelle que le budget fédéral sera présenté et déposé demain. Soyez donc avec nous pour en connaître les détails. Bonne soirée.